des Suisses, puisque pour leur manœuvre, ils ont imaginé comme scénario que la France, ruinée, du moins les Français ruinés, pourraient bien envahir la Suisse pour aller chercher l'argent là où il est, et ça a donné donc ces manœuvres-là. Ouais. La France croule sous la dette. Le chaos social est partout. Le pays se divise en petits États indépendants. L'un d'eux, anciennement le Jura, s'appelle aujourd'hui Saony et a décidé d'attaquer la Suisse pour récupérer son argent. Paranoïa excessive ou menace crédible, reste que les Suisses sont coutumiers de ce genre de projection. L'année dernière, l'état-major avait imaginé un exercice militaire qui prévoyait la chute de l'euro et un afflux massif de réfugiés dans la petite confédération helvétique. C'est la brigade blindée de Suisse romande qui a imaginé cette intrigue pour l'un de ses exercices militaires. À première vue, l'idée peut faire sourire, mais dans les rangs de l'armée, l'hypothèse n'a rien de farfelu. La crise de la dette, finalement, est observée depuis la Suisse comme une forme de préoccupation. L'Europe, si vous voulez, pour l'armée suisse, est une menace parmi d'autres. Si toutefois ce scénario venait à se réaliser, rappelons que la Suisse compte 123 000 militaires actifs. La France, 440 000. On a nos chances. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas, en fait, envahir la Suisse? Parce que depuis le temps qu'on déclare la guerre aux paradis fiscaux, c'est-à-dire à peu près depuis la crise de 2007, tous les ans, on déclare la guerre aux paradis fiscaux. On comprend que les Suisses le prennent mal. Il suffit d'entendre les discours de tous nos hommes politiques en France. Hein. Je vais vous donner quelques exemples. Les paradis fiscaux, véritablement, on veut leur déclarer la guerre. Écoutez. Mais il faut en finir avec les paradis fiscaux. C'est le colonialisme moderne, ce sont les paradis fiscaux. Ceux qui pensaient échapper à l'impôt en se réfugiant dans des paradis fiscaux, aujourd'hui doivent comprendre que l'impunité est terminée. Le temps, je dirais, des paradis fiscaux, ce temps-là est en train de disparaître. Ceux qui pensent s'en exonérer se trompent lourdement. Quand vous avez des très grands groupes internationaux qu'on est content de voir chez nous. Vous avez des Google, vous avez des Starbucks, vous avez des Microsoft, dont vous vous apercevez aujourd'hui qu'en définitive, ils ne payent quasiment rien d'impôts en France. Moi, j'attends une action de l'Europe pour qu'on les fasse payer des impôts comme une PME en France paye des impôts. Plutôt que d'augmenter les taxes, les taux, les impôts, les prélèvements, mieux vaut aller chercher la matière imposable là où elle se cache aujourd'hui. On n'ouvre pas un compte dans un paradis fiscal autrement qu'en étant un criminel. Bon, on peut comprendre les Suisses. Christophe Alévêque. Ils n'ont aucune raison d'avoir peur, étant donné que notre ancien président avait soi-disant fait disparaître les paradis fiscaux, on a vu le résultat. À l'époque, je me rappelle, c'était une réunion du G20, il y avait des couleurs. Gris, gris foncé, noir, etc. Donc avec des petits crayons de couleur, ils ont fait disparaître. Et moi, j'avais regardé un petit peu. Et en fait, il y avait deux pays que je ne connaissais même pas, qui avaient des paradis fiscaux. On a dû leur dire, bon, vous, on va faire disparaître ceux-là, de toute façon, on s'en bat les couilles de vous. Et les autres pays, par contre, qui possédaient tous leurs paradis fiscaux, sont restés. Et Monaco, qu'on ne voulait pas heurter, évidemment, voilà, avait une jolie petite couleur qui était entre le noir et le gris, voilà, pour ne pas froisser le prince Albert. Et ça, c'était Sarkozy. Hollande arrive au gouvernement, l'ennemi invisible, qui est-il, etc. Il n'avait pas vu que l'ennemi invisible, c'était Cahuzac qui était à côté de lui. Donc, je pense que les Suisses peuvent dormir tranquilles, et puis, quitte à envahir un pays, autant envahir le Luxembourg pour s'entraîner d'abord. Non, autant envahir directement les États-Unis. Et si vous voulez, si vous avez des troupes Touraine, on attend qu'ils aient plus de fonctionnaires la Grande-Bretagne, car les paradis fiscaux, c'est la Grande-Bretagne et les États-Unis. La quasi-totalité des paradis fiscaux appartiennent à ces deux pays. Et Jersey, dans le cas anglais, est un cas bien connu et vraiment tout près de nos côtes. On pourrait l'envahir. Bon, tout ça est ridicule. Ce qu'on appelle les paradis fiscaux, c'est une jolie expression pour dire le système financier international, y compris les États eux-mêmes. Et donc, le problème est en effet de faire en sorte que l'économie ne fonctionne pas pour les financiers, mais les financiers pour l'économie. Or, nous en sommes extrêmement loin. Nous en sommes de plus en plus loin. Il faut quand même être conscient du fait que la réalité la plus importante et la plus dramatique de l'économie actuelle, c'est que les capitaux ne sont plus utilisés pour l'économie dans la majorité des cas.
ils font de la spéculation. Il faut de la finance, bien entendu, il faut de l'investissement, il faut du crédit, là-dessus, c'est l'évidence même. Mais la majorité des capitaux disponibles n'ont plus d'emploi économique. Ils font de la spéculation, ils font du trafic de drogue, du trafic d'armes ou du trafic de tout ce que vous voudrez. Et la question est de savoir si nous voulons, oui ou non, remplacer le capitalisme financier par du nouveau capitalisme industriel ou par autre chose qui est d'ailleurs essentiellement de la technologie à l'américaine ou à la coréenne. Ce que nous ne faisons pas. Alors, nous sommes les victimes, nous ne sommes pas les patrons de l'économie financière mondiale, et en même temps, nous ne faisons pas appel à des sources d'investissement non capitalistiques. Et vous ne voulez pas aller les chercher au bout avec nos tanks et nos avions non plus. Oh, moi, j'ai rien contre qu'on dise à Lafayette, allez donc reconquérir les États-Unis. Valérie Pécresse, je vous ai pas mis, mais je suis sûr qu'on aurait pu trouver quelques... Ah bah évidemment. Vous l'avez déclaré, vous aussi, la guerre aux Moi, j'ai créé fiscaux. la police fiscale, parce qu'il faut savoir que avant le précédent mandat, nos inspecteurs des impôts étaient simplement une police administrative. C'est-à-dire qu'en fait, un inspecteur des impôts prévenait le contribuable quand il venait faire une vérification chez lui. Donc vous êtes honnête, vous vous mettez à avoir terriblement peur parce que vous avez un contrôle fiscal, vous êtes malhonnête, vous crachez le disque dur, vous partez à l'étranger et là, on vous retrouve plus jamais. Donc on avait une police administrative des impôts qui marchait très très bien, mais qui n'était pas outillée pour faire face à de la fraude fiscale massive et très malhonnête. Et là, on a créé une police fiscale qui maintenant peut faire des écoutes, qui maintenant peut faire des perquisitions sans prévenir, qui maintenant peut poursuivre, y compris les sociétés écrans installées de l'autre côté des frontières. C'est un début, mais c'est pas de ça que je voulais parler. Je voulais dire que moi j'étais optimiste sur la disparition à terme des paradis fiscaux. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'on a fait ? Et c'est ce que vous avez très bien décrit. Au départ, il y avait une liste de l'OCDE avec plein de pays noirs-gris qui étaient des paradis fiscaux. On a dit, bon, maintenant, on va signer des conventions, vous allez nous donner des informations. Et tous les pays qui ont signé les conventions, la Suisse, Singapour, etc., sont sortis de la liste des pays noirs pour devenir moins gris, enfin gris pâle. Et on a dit, on va attendre pendant 4 ou 5 ans, on va voir, est-ce que vous jouez le jeu, est-ce que vous donnez les informations ? Aujourd'hui, le bilan, moi je ne suis plus à Bercy, mais d'après ce qu'on me dit, le bilan est très mitigé. Oui. Par exemple, non mais attendez, très mitigé, je m'explique. Par exemple, je sais que Singapour renseigne beaucoup plus les demandes que fait le fisc français que la Suisse, par exemple. Bon. Alors, les Suisses vont le payer. Ça. Oui, non, mais c'est intéressant. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer ? Les États-Unis ont décidé de réagir et eux, comme ils sont unis, contrairement à l'Europe, sur cette question des paradis fiscaux, ils ont fait quelque chose d'assez fort. Ils ont fait une législation qui s'appelle FATCA. FATCA, c'est la législation qui dit vous êtes une banque étrangère, vous devez donner au fisc américain toutes les informations sur les comptes des Américains qui sont dans votre banque. Et si vous le faites pas, vous avez Si vous le faites pas, vous n'avez plus le droit de travailler aux États-Unis. Eh ben, je peux vous dire, c'est la fin du secret bancaire. Alors le sujet maintenant, c'est est-ce que l'Europe la question, c'est est-ce que l'Europe réussira à s'unir de manière suffisamment forte, malgré le Luxembourg qui est un pays européen. Est-ce qu'on arrivera à s'unir de façon suffisamment forte pour imposer ça, nous aussi, à tous ceux qui travaillent en France, auquel cas, les Suisses sont pas très bien partis. Frédéric, je voulais juste poser très vite. François Clauset. Juste dire, à l'heure actuelle, il y a une guerre mondiale. La guerre mondiale, c'est le fait entre les États et le marché financier. Et les marchés, à travers les paradis fiscaux, à travers toutes les multinationales, à travers toute la finance opaque, prend l'argent des États, car tout l'argent qui nous manque, c'est tout simplement l'argent que les gens planquent dans les paradis fiscaux, que les multinationales ne payent pas et qui passe dans les circuits de la spéculation. Et les États se sont trouvés à ce fameux G20, là, on voyait en 2009, on voyait Nicolas Sarkozy dire c'est fini les paradis fiscaux. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont retrouvés entre eux, les chefs des 20 États, en pleine tourmente. 2009, là, ils savaient plus où ils allaient. Ils disent, t'as pas d'argent ? Moi non plus, on n'a plus d'argent. Mais c'est ces salauds-là qui nous piquent tout notre argent. Et là, ils ont dit, non, il faut réagir, ça n'a pas continué. Donc, effectivement, il y a eu une réaction collective sur les paradis fiscaux. De la poudre le aux résultat, yeux.
Non, Oui, parce ça que ce que existe, Mme Pécresse mais disait ne concerne pas les paradis fiscaux, mais les États-Unis. oui. Non, c'est les États-Unis qui imposent aux paradis fiscaux de donner les informations. C'est un fait, simplement, on a réussi à faire que les particuliers qui planquaient leur argent dans les paradis fiscaux, maintenant, ils se font épingler seulement. Vous avez raison. Les grandes sociétés multinationales, Apple, continuent à payer légalement 2%. Et si vraiment Donc, il faut changer les États lois. ne sont pas capables de lutter efficacement contre les forces du marché, à ce moment-là, ils devront pressurer leur population pour prendre à leur population l'argent des multinationales et des financiers qui leur échappent. Hakim El Karoui. Oui, je suis un peu inquiet quand j'entends ça, parce que c'est trop facile en fait. Le monde est en noir et blanc, il y a les gentils qui font de la vraie économie, il y a les méchants financiers qui, eux, veulent nous voler notre argent, et puis il y a les États au milieu qui sont les otages. Pourquoi les États ont besoin des marchés financiers? Parce que les États sont endettés. Il faut qu'on leur prête de l'argent pour qu'ils puissent rembourser, non pas leurs dettes, les intérêts de leurs dettes, et pour qu'ils puissent payer leurs fonctionnaires. Donc si les États ne veulent pas dépendre des marchés financiers, il faut que les États se désendettent. Si on veut que les États se désendettent, on revient à la question du début, il faut savoir qui va payer. Est-ce que ce sont les actifs aujourd'hui, à qui on augmente les impôts, ou est-ce que ce sont ceux qui ont le patrimoine? Aux États-Unis, on parlait des États-Unis, les 3/4 du patrimoine appartient aux plus de 60 ans. Est-ce que, et du coup, la richesse, elle est incroyablement mal équilibrée. Il y a une inégalité incroyable. On parle toujours des inégalités sociales. On ne parle jamais des inégalités entre les âges. Je m'inquiète d'entendre Alain Touraine dire mais ce n'est pas un sujet. On a fait des sujets sociaux, des sujets importants depuis 50 ans. La sociologie française y a énormément contribué. Il y a un nouveau sujet social. Il y a cette richesse, cette captation de richesse par une classe, par une génération, qui est une génération très clairement identifiée, qui est née entre 45 et 64, les baby-boomers, qui aujourd'hui ont pris le pouvoir économique, le pouvoir financier et le pouvoir politique. Et si on n'en parle pas, M. Touraine, ça va continuer. On pourra hurler sur les paradis fiscaux, sur les méchants financiers, etc. Le sujet restera le même. Alors parlons-en. Excusez-moi, mais disons, quand on dit le système financier ou les paradis fiscaux, ce n'est pas une question d'âge. Ah non. Je ne vois pas ce que ça a à voir. Qui détient le patrimoine? Aux États-Unis, vous parliez du système financier américain, les 3/4 du patrimoine appartiennent à des gens qui ont plus de 65 ans. Donc c'est eux, le système financier, c'est pas les enfants. C'est Simone Wappler. Une chose qui va dans le sens de M. El Karoui, donc qui dit il y a une sortie par l'inflation ou par le défaut, mais il y a un moment où il va falloir choisir. Le 4 septembre, il s'est passé quelque chose en Pologne qui n'a pas été relayé par la presse française. C'est simple. Le gouvernement polonais a été face à une hausse de ses taux d'emprunt à 4,67%. Ce n'est pas énorme. Hein. Il n'est pas plus endetté que la France, hein, moins de 80%. Et face à cette hausse des taux d'emprunt, il a nationalisé sauvagement l'équivalent des assurances vie en euros des Polonais. Donc il a choisi. Voilà. Hein, c'est juste une illustration des méthodes vers lesquelles M. Karoui dit avec juste raison qu'on va aller. Moi, j'aimerais entendre M. Touraine, parce que c'est tellement compliqué, ces histoires de marché financier, etc. Mais il y a quand même, il faudrait une espèce de police internationale pour que les multinationales qui ne font rien, sinon jouer leur propre jeu et s'enrichir en dehors des États, en dehors de tout, inverser cette horrible logique. Il faut envoyer des militaires. Non. Puisqu'Ariel Dombal vous a donné la parole. Merci. Je veux dire que le développement énorme du système financier non contrôlé, voilà, est une chose récente. Ouais, c'est ça. Je veux dire, il y a 30 ans, la situation était fortement différente. Autrefois, c'était M. Rothschild qui prêtait de l'argent aux monarques d'Europe continentale. Et donc, c'était pas encore vraiment de l'international, sinon à un niveau très, très limité. Le problème est que nous ne faisons rien. Nous ne faisons rien depuis la crise financière de 7-8, suivie des autres crises monétaires et autres. Nous n'avons pas de croissance. Nous sommes en situation zéro ou même négative de croissance dans certains pays. Vous évoquez la montée des spreads, des taux d'intérêt au-dessus du taux minimum qui est le taux allemand. Bon, et la France a la grande chance pour l'instant de payer des taux d'intérêt
Faible, très faible même. Mais les Italiens, ce n'était pas le cas, les Espagnols non plus. Comment pouvez-vous, avec un taux de croissance zéro, ce qui sur une décennie est grosso modo le cas italien, et des taux d'intérêt de 5%, comment voulez-vous ne pas aller dans le mur? Bon. Il est évident qu'il faut ou foutre en l'air la dette, ce qui pose des questions pratiquement insolubles à un pays, ou bien, c'est-à-dire sortir d'Europe concrètement, ou bien, c'est pour ça que personne ne sort. On peut ne pas, sauf si tous les pays européens décident de ne pas rembourser la dette. Attendez. Mais on va pas. Ça ne réglera pas la question de la dette. Ça ne réglera pas la question de la dette, sortir d'Europe. Non, parce que le problème, c'est qu'on sera toujours en déséquilibre, il faudra toujours s'endetter. On ne va pas refaire l'histoire de la crise des subprimes ce soir. Ah mais non, mais c'est important. Dans l'Union européenne. Ils ne veulent pas. Juste un détail, il faut savoir que si on fait faillite, si un État dit « je ne rembourse plus ma dette », alors on s'imagine « eh ben les banquiers, ce sera pour leurs pieds ». Pas du tout. Il est évident que dans ce cas-là, les détenteurs de milliards ont mis leur argent de côté et c'est le peuple, c'est le malheur des peuples, la faillite. Il ne faut surtout pas s'imaginer qu'on a sans les prévenir. Non mais voilà, quand on dit envahir la Suisse, en général, c'est le banquier qui vous prévient. Non, mais c'est pas les banquiers, c'est les spéculateurs. Et eux, ils sont jeunes. Tu parlais, excuse-moi, tout à l'heure, la génération qui a de l'argent, c'est les 50, 60 ans. Le trader qui a 23 ans et qui fait et qui émarge à 1 million de dollars l'année, lui, il va se faire un patrimoine. Il n'a pas 60 ans. Non, mais je veux dire, il est. Je voulais juste compléter ce que disait François de Closet. Il a raison de dire qu'un pays qui fait faillite, c'est une catastrophe. On a un exemple récent, c'est l'Argentine, effectivement, pour le peuple, ça a été compliqué. Quand c'est une zone monétaire dans son ensemble, qu'elle pèse 1/3 ou 40% du PIB mondial, c'est pas la même chose. Parce qu'il y a énormément d'argent dans le monde qui a besoin de se placer. La preuve, il y a des gens qui achètent des obligations allemandes et qui payent, qui ne sont pas rémunérés, qui payent pour les avoir parce que c'est plus sûr de les acheter que d'avoir son argent dans la banque. Quand c'est l'ensemble de la zone euro, c'est pas pareil. Parce que l'ensemble de la zone euro est trop grosse pour faire faillite. C'est comme les banques. C'est comme en 2008. On avait des très grandes banques qui, si elles faisaient faillite, entraînaient tout le système financier international. Si l'ensemble de la zone euro faisait faillite, et si demain on disait on ne prête plus à la zone euro, l'ensemble des investisseurs du monde se dirait mais où est-ce qu'on va mettre notre argent? Donc là, il y a une réflexion à avoir. On s'arrêtera là parce que je voudrais aborder une autre